Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire Grande Culture du MAPAC, qui est le quatrième webinaire Grande Culture et le dernier de la saison. Je m'appelle Stéphanie Mathieu, je suis agronome à la direction régionale de la Montérégie et c'est moi qui vais être votre animatrice ce matin. Et je vais être accompagnée de Bruce Gélina, qui est aussi agronome à la direction régionale de la Mauricie. Allô Bruce. Bon matin. Alors, les webinaires sont une initiative des directions régionales de la Montérégie, de la Mauricie, du Centre du Québec et de la direction de Montréal-Laval-Lanaudière du MAPAC. Et c'est aussi fait en collaboration avec la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. On souhaite également remercier notre commanditaire qui est Expo Champs. Donc, je vous donne un aperçu de notre avant-midi. On a deux super bonnes conférences ce matin. La première conférence va être présentée par Sophie Rivet-Auger, qui nous fera une revue des différents essais sur les cultures de couverture. La conférence de Sophie va être suivie par une période de questions. Euh, on va clore cette conférence-là. On va avoir une courte pause. À 10 heures, la deuxième conférence qui va être présentée par Gabriel Deslauriers sur les semis de trèfle à la reprise des céréales d'automne au printemps. Donc, le timing est très bon pour cette présentation-là. Il est prévu que le webinaire se termine à 11 heures. Donc, quelques consignes rapides pour le bon fonctionnement du webinaire. Comme habituellement, les caméras, les micros sont fermés. Vous devez utiliser la bulle clavardage pour pouvoir poser vos questions, communiquer avec nous. Vous allez la retrouver en haut de l'écran. C'est un symbole de bulle et c'est inscrit en dessous clavardage. Clavardage. Après chaque conférence, il va y avoir une période de questions, comme je l'ai mentionné tantôt, et c'est Bruce qui va poser les questions qui se trouvent dans la bulle de conversation. Euh, après le webinaire va être disponible sur la chaîne YouTube du MAPAC, donc n'hésitez pas à le partager dans vos réseaux. Et pour les agronomes qui sont présents ce matin, il va y avoir en fait des heures qui sont reconnues là, pour la formation continue à l'Ordre des agronomes. Alors, on est maintenant prêt à commencer avec la première conférence. Je suis très heureuse d'accueillir Sophie Rivet-Auger ce matin. Sophie, je vais te présenter pour notre auditoire. Alors, Sophie est agronome graduée à l'Université McGill pardon, en 2016 et elle est présentement conseillère en production végétale biologique. Elle a travaillé 4 ans pour une ferme de grande culture bio et cette expérience-là lui a permis d'acquérir une solide expérience terrain. Depuis 2020, Sophie est à l'emploi du CETAB et elle accompagne des entreprises agricoles principalement situées en Mauricie et au centre du Québec. Sophie s'investit dans la diffusion, comme ce matin. Merci de nous partager ton savoir et dans différents projets de recherche en agriculture bio. Sa pratique professionnelle met de l'avant l'équilibre des systèmes agroécologiques et cette vision s'articule autour de la santé des sols, la rotation et les apports de matière organique. Alors, Sophie, ta présentation s'intitule Revue d'essais sur les cultures de couverture en bio. 2000, en fait, c'est des essais qui ont eu lieu dans les années 2009, 2000 jusqu'à 2022. Alors, je t'invite à partager ton écran. Puis encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Excellent. Merci beaucoup, Stéphanie, pour la belle introduction. Merci de m'inviter. Franchement, c'est toujours un plaisir de parler de culture de couverture. Aujourd'hui, je vais présenter 3 essais qui ont été menés par différentes de mes différentes collègues au CETAM. Donc, c'est 3 essais là, qui ont été faits en production bio sur des fermes bio. Le premier essai a été fait en 2019-2011. Donc, ça, c'est un essai qui a été mené par Muriel Bournival. À l'époque, elle travaillait pour un club en Mauricie, là, le club Envirosol. Donc, vous allez voir là, dans cette présentation-là, les graphiques, le décor graphique trahit l'âge de l'essai. Ensuite, je vais vous présenter les essais variétaux qui ont été menés par Charlotte Girard et une grande partie de l'équipe là, au CETAM, donc différents cultivars spécifiques pour différentes espèces, entre autres de légumineuses. Et le dernier essai que je vais vous présenter, c'est un essai qui a été mené par Julianne Wilkinson en intercalaire dans le soya. Donc, on part avec l'essai de Muriel pour les précédents culturales d'engrais verts pour la production de maïs bio.
Donc, l'objectif du projet, principalement, c'était vraiment d'évaluer les apports de différents engrais verts avant le maïs. Donc, en production bio, nécessairement, on va voir que ça prend un très bon engrais vert de légumineuses pour être en mesure de produire un maïs qui a un certain rendement. Donc, on voulait voir à ce moment-là, c'était quoi les engrais verts les plus performants dans un système avec et sans fumier, puis voir l'effet combiné euh, des différentes légumineuses et autres espèces euh, avec les fumiers. Donc, globalement, ils ont comparé la biomasse des engrais verts et la mobilisation principalement de l'azote, mais ils ont fait le NPK total. On va voir qu'est-ce que ça a donné. Donc, on était dans pour la petite mise en contexte, là, les engrais verts qui ont été sélectionnés la première année. Donc, l'implantation s'est faite en 2009 et le maïs, lui, a été produit en 2010. La première année, ils ont essayé pois fourragé, avoine, moutarde blanche et radis huileux. Et la deuxième année, il y avait donc l'implantation était en 2010, la récolte de maïs en 2011. On retrouve les mêmes espèces, donc pois fourragé, avoine, moutarde, radis huileux. Puis là, ils ont ajouté ensuite veste commune et trèfle incarnat. Donc, le focus, c'était vraiment d'avoir un maximum d'azote. Puis, on voulait voir est-ce que, par exemple, un radis qui est très nitrophile, quand on lui donne le fumier, est-ce qu'il est capable de relarguer son azote? Qu'est-ce qui se passe? Comment le maïs réagit à ce relargage-là? Donc, globalement, la ferme, ça a été vraiment un essai qui a été fait sur une ferme. Donc, c'est une ferme de grande culture bio située à Yamachiche, en Mauricie. La culture de couverture a été implantée après une céréale d'automne, donc début août, euh, euh, tout de suite précédé là, d'un apport de lisier de porc là, de 55 mètres cubes à l'hectare pour aller chercher environ 95 kilos d'azote à l'hectare. Azote disponible pour la culture d'ensuite, selon nos calculs CRAC. Donc, l'année 1, ici, vous voyez un peu le genre de graphique qu'on avait dans ces années-là. De graphisme, pardon. Donc, l'année 1, on avait seulement 2 répétitions. Donc, 2 répétitions sans fumier, 2 répétitions avec fumier. Et on avait avoine, pois fourragé, moutarde blanche. On avait aussi radis huileux. Par contre, les données pour le radis huileux là, au niveau du rendement du maïs, il y a eu un échec là, des prises de données. Donc, ils ont été exclus, mais on va voir quand même des données de biomasse là, puis d'azote. Donc, voici un peu de quoi avait l'air le dispositif là, vu de haut en 2009. Donc, le rendement des engrais verts. Super intéressant de voir, là, à gauche, on a les différents, les différents engrais verts ou cultures de couverture qui ont été implantés avec le fumier et à droite, sans le fumier. On voit aussi qu'ils ont fait un effort là, à aller essayer d'extirper les racines du sol. Par contre, selon les différentes espèces, on comprend bien que, par exemple, le pois fourragé qui va faire des très petites racines, qui va se disperser vraiment partout dans le sol, même en grande profondeur, bien, on extirpe le premier 0,12 pouces de sol, puis on cherche les racines là-dedans, on comprend bien que on ne réussit pas à aller chercher vraiment l'entièreté des racines parce que ça va trop loin dans le sol. Donc, on voit que le pois fourragé, très, très peu de biomasse racinaire, contrairement à la moutarde, l'avoine qui fait vraiment une belle quantité de racines dans le 0,6 pouces généralement, et le radis huileux. Ce qu'on remarque surtout, c'est que euh, le pois fourragé, qu'on le produise avec fumier ou sans fumier, on arrive vraiment au même genre de biomasse totale produite là, dans la partie aérienne, contrairement aux autres cultures qui sont plus nitrophiles, donc principalement moutarde puis radis, là, c'est vraiment très, très important l'effet de la fertilisation. Donc, ça, c'est un des aspects hyper importants à relever de cet essai-là. Donc, ici, une petite mention à la biomasse racinaire, là, c'est un peu, c'est souvent un effort qui est un peu vain, finalement, d'essayer de documenter là, la biomasse racinaire, puisque selon l'espèce, la dispersion est très différente. Donc, au niveau de la mobilisation
de l'azote, donc la quantité d'azote par tonne de biomasse sèche. Ce qu'on peut voir vraiment, c'est que au niveau du poids fourragé, on a un beaucoup plus haut taux d'azote dans la plante. Donc là, pour la première année, malheureusement, les données ont été combinées là, de l'azote contenu dans la plante selon, ça a été combiné là, avec fumier et sans fumier. Donc, on ne peut pas vraiment voir la différence, mais on va voir la deuxième année, c'est mieux documenté. Donc, définitivement, notre poids est vraiment le grand gagnant d'azote dans nos 4 espèces à l'essai. Si on remet ça à l'hectare, la quantité d'azote produite à l'hectare selon la biomasse produite, on voit quand même qu'avec fumier, on arrive à des données qui sont très, très, très similaires entre pois fourragé, moutarde et radis huileux. À contrario, quand on est sans fumier, ben là, c'est vraiment le poids qui domine. Donc, ici, là, c'était la biomasse racinaire là, qui faisait la différence de ce côté-ci, dans le traitement sans fumier. Ici, il avait fait le bilan de fertilisation organique, finalement. Donc, sur la première ligne, en haut, on a les besoins initiaux du maïs. Hein, dans ces années-là, on était un peu moins généreux, peut-être. La part de lisier de porc a été calculée comme pouvant fournir 94 kg d'azote à l'hectare disponible pour la saison, 39 de phosphore, 97 de potasse. Donc, les besoins de la culture, une fois le fumier appliqué, et ici sans fumier, on comprend bien, il nous reste 66 unités là, à combler avec notre engrais vert. Puis on voit que la fourniture, ça, c'est l'azote brut là, dans l'engrais vert. Donc, il n'y a pas de facteur de minéralisation ou facteur de relargage là, qui a été appliqué. C'est vraiment l'azote brut contenu dans la biomasse qui ont été documentés, donc racinaire et aérienne. Fait qu'on voit qu'avec nos 3 types, ben là, excusez-moi, ici, là, on a enlevé le radis huileux puisqu'à la fin, on n'a pas les données de rendement. Mais on voit qu'avec autant pois fourragé, moutarde, avoine, quand ils sont fertilisés, ils devraient combler entièrement là, tous les besoins de la plante. Même, donc là, on voit les moins, là, mais en tant que tel, là, on est en surplus de 22 unités d'azote pour le pois fourragé, en surplus de 23 unités d'azote pour la moutarde et en surplus 10 pour l'avoine. Puis au contraire, quand on est sans fumier, bon, mais là, on se retrouve à avoir des déficits en azote. Donc, un déficit de 69, 121, 126 et 160 pour le témoin. Donc, qu'est-ce que ça donne en termes de rendement? Donc, les rendements du maïs en 2010, avec le pois fourragé, on est à 7,8 tonnes hectare, qui est un rendement correct en bio, comparé au témoin avec fumier qui est à 5,4 tonnes. Donc, on voit quand même un gain là, substantiel. La moutarde nous a quand même donné un gain assez intéressant et au contraire, l'avoine a généré une perte de rendement. Si on vient comparer avec le témoin sans fumier, on est à 3,4 tonnes. Donc là, c'est vraiment complètement faminique. Et le pois fourragé sans fumier ben, nous amène quand même à un 6,2 tonnes, qui est supérieur à notre rendement de maïs qui a seulement eu du fumier. Donc, on se rappelle dans les bilans que notre pois fourragé nous donnait un apport d'azote brut calculé de 88 unités d'azote et notre lisier 94. Donc, définitivement, il y a quelque chose d'autre qui se passe dans le sol. C'est ce sur quoi je vais référer à l'effet conditionneur des engrais verts de légumineuses. Donc, il y a vraiment un effet qui est supérieur à la quantité d'azote parce qu'on sait que de toute façon, l'azote qui a été fourni par le poids, elle ne va pas être complètement minéralisée la première année. Donc, il y a vraiment quelque chose d'autre qui se passe dans le sol. Donc, ça, c'était pour notre première année. Et la deuxième année d'essai, on a les mêmes espèces, mais on rajoute veste commune et trèfle incarnat.
Donc, cette fois-ci, on a 3 blocs, donc 3 répétitions, toujours bien randomisées. Donc, 3 répétitions avec fumier, 3 répétitions sans fumier avec chacun de nos différentes espèces de culture de couverture et aggravants. Donc, voici le dispositif. C'est une photo un peu floue, là, mais on voit quand même bien le dispositif qui a été mis en place en fin d'été 2010. Donc, au niveau du rendement des engrais verts, on remarque encore vraiment le même genre de tendance qu'on avait la première année. Donc, de ce côté-ci, on est sans fumier. À gauche, on est avec fumier et à droite, on est sans fumier. Donc, le pois ne réagit pas du tout à l'apport de fumier, le trèfle non plus, la veste non plus. Donc, vraiment, quand on est en légumineuse, notre fumier n'a vraiment pas d'impact sur la biomasse accumulée. Et au contraire, la moutarde et le radis ont vraiment, vraiment beaucoup de besoins en azote. Donc, ils réagissent énormément. L'avoine réagit un peu moins. Donc, c'est très cohérent avec les résultats de la première année. Pour ce qui est de la mobilisation de l'azote dans les différentes espèces, donc comme je vous disais tantôt, là, pour cette année-là, on a vraiment séparé avec fumier et sans fumier. Donc là, c'est vraiment intéressant de voir que au niveau racinaire, c'est drôle, hein, le lavage des racines, on s'imagine la job que c'est. Donc, au niveau racinaire, sans fumier, on se retrouve à avoir un peu plus d'azote quand même par biomasse, alors que dans la biomasse racinaire, pardon, alors que dans la biomasse aérienne, ça se tient vraiment beaucoup. Donc, c'est intéressant de voir possiblement que c'est vraiment l'effet que la plante elle doit absolument faire ses relations symbiotiques avec ses rhizobiums, puis ça lui permet d'accumuler plus d'azote dans ses racines, tout simplement que si elle consomme l'azote disponible par le fumier. Donc, on voit quand même que quand on fertilise, ben, globalement, pour tout ce qui est nitrophile, ben, on accumule vraiment plus d'azote dans la plante. Donc, c'est très cohérent avec la logique des choses. Pour ce qui est de la contribution en azote totale à l'hectare, donc la biomasse fois la concentration en azote, c'est vraiment notre pois qui est le grand gagnant avec et sans fumier. Sinon, la moutarde bien fertilisée, hein, ça peut apporter des belles quantités d'azote aussi. On va voir comment le maïs réagit. Toutefois, ce n'est pas aussi marqué que l'effet conditionneur de notre légumineuse. Donc, pour ce qui est euh, de nos 2 autres légumineuses, trèfle et verse, ben, on voit qu'on apporte quand même des belles quantités d'azote avec et sans fumier. Même chose, on a toujours notre bilan de fertilisation. Donc, cette année-ci, on présente seulement le bilan en azote seulement. Donc, on a toujours notre environ 95 unités d'azote qui est fournie par notre fumier. Les besoins à combler, une fois le fumier appliqué, on est à 66. Et puis, nos différentes espèces nous ont fourni différentes quantités d'azote à l'hectare. Donc, c'est très intéressant là, de voir la différence justement avec et sans fumier, l'effet combiné là, de la quantité d'azote contenue dans les plantes selon la fertilisation appliquée et la biomasse produite. Donc, c'est assez frappant là, les différences. Donc, on voit que le pois fourragé, bon, on a complètement comblé les besoins. On a un excès de 18 unités d'azote. Pour la moutarde, une fois fertilisée, on a un excès de 27 unités d'azote. L'avoine, on a un petit déficit de 1. Le trèfle, on revient à 0. Et la veste, on a une unité d'azote supplémentaire au besoin. Et avec sans fumier, finalement, mais là, on a des déficits qui sont vraiment importants. Donc, comment ça se traduit en rendement? Donc, c'était une année plus difficile pour le maïs cette année-là. Aussi, c'était un champ qui a beaucoup moins bon potentiel comme tel. Donc, c'est sûr que ce n'est pas des rendements qu'on aime voir. 6,5 tonnes de maximum de rendement, c'était pas une culture qui est rentable finalement.
Donc, ce qu'on remarque, c'est exactement la même chose. Ben, pas tout à fait la même chose, en fait. Excusez-moi. On voit que le témoin, donc sans engrais verts avec fumier, nous a donné pour cette fois-ci un rendement un peu supérieur à notre traitement sans fumier avec engrais verts de légumineuses. Alors que la première année, on se rappelle qu'on avait cet effet conditionnant-là là, qui était vraiment supérieur au traitement avec fumier, mais sans engrais verts. Donc, euh, ici, si on compare donc notre témoin sans fumier avec nos différents engrais verts, on voit que on a quand même des effets super importants là, qui sont amenés par les légumineuses si on est non fertilisé. Et même chose là, ici du côté fertilisé, il y a certaines légumineuses qui sont vraiment moins efficaces là, que notre pois fourragé. Donc, on voit aussi que notre radis huileux, cette année-là, a très, très bien performé. Et l'autre année, la moutarde avait très bien performé. Cette année-ci, c'était un peu moins marquant pour la moutarde quand elle est fertilisée. Donc, globalement, cet essai-là a permis vraiment de cibler le pois fourragé comme étant notre engrais vert le plus prometteur dans les implantations endérobées des céréales pour produire un maïs bio assez rentable. Sinon, pour les autres engrais verts, ben, c'est quand même assez mitigé. Souvent, c'est les quantités de biomasse qu'on n'est pas capable d'atteindre suffisamment. Puis aussi, il y a d'autres effets sur le sol qu'on comprend encore mal, mais définitivement, il y a quelque chose au niveau des ratios carbone sur azote. Puis à peu près dans les mêmes années, c'est dans ces années-là qu'il y a eu beaucoup d'essais sur les intercalaires de trèfle pour faire le précédent de maïs aussi. Donc, Gabriel va avoir l'occasion de vous en parler un peu plus tard aujourd'hui, mais c'est vraiment là, en bio, nous, les deux cultures qui nous permettent, nos deux engrais verts qui nous permettent d'atteindre des rendements là, suffisants en maïs gras. Donc, commentaire très élogieux de la part des producteurs, là, franchement, les effets étaient vraiment marqués visuellement là, sur le maïs. Là, c'était très, très clair où est-ce qu'étaient les parcelles de pois fourragés. Donc, Muriel faisait la mention de faire vraiment attention aux autres facteurs, soit les facteurs pédologiques, là, parce que cette parcelle-là, ici, là, sur le bord de la 40, était quand même beaucoup moins performante que la première parcelle de la première année. Donc, ça conclut l'essai de Muriel qui a été mené au Club Envirosol en 2009 et 2011. Donc, deuxième essai que je vais vous parler, cet essai-là, je vais vous en parler un peu plus brièvement. Donc, c'est un essai qui a été mené par ma collègue Charlotte Giard, La Liberté. Donc, c'est un essai qui s'est fractionné sur plusieurs années. Donc, ça a commencé en 2018 jusqu'en 2021. Il y a différents centres de recherche là, qui ont aussi mis à l'essai les mêmes cultivars que Charlotte. Donc, c'était vraiment pour aller identifier les différences entre les espèces, excusez-moi, entre les variétés à l'intérieur d'une même espèce. Donc, suite à un voyage en Europe que Charlotte avait fait avec le CETAM, elle avait constaté que là-bas, vraiment, les producteurs utilisaient des variétés très spécifiques dans leur mélange et documentaient un peu la différence justement entre la performance de certaines variétés au niveau de la vitesse d'établissement, au niveau de la biomasse accumulée, au niveau de l'azote accumulé. Donc, Charlotte a voulu faire ces essais-là ici. Alors, elle a réussi à mobiliser quand même quelques collaborateurs là, de centre de recherche de AAC. Donc, les essais, les espèces qui ont été ciblées pour tester les variétés, on les voit à l'écran. Donc, veste velue, veste commune, trèfle incarnat, pois fourragé, fève vol, haricots doliques et sainfoin. Donc, on ne va pas nécessairement toutes les passer en détail, mais je vais vous montrer plusieurs photos là, des rendus finalement.
Donc, les semenciers qui ont contribué, donc on a Jouffré Drillo. Donc, Jouffré Drillo, c'est vraiment ceux qui ont le plus contribué à l'essai, là. C'est un semencier français qui a un très, très bon catalogue de variétés, de différentes espèces de légumineuses, entre autres, mais d'autres graminées, puis moutarde aussi. Sinon, Spear Seed en Ontario, General Seeds, l'Université de la Saskatchewan, Green Cover Seeds, qui est une compagnie américaine, et les différents semenciers, distributeurs de semences au Québec ont fourni des variétés de type ordinaire. Donc, c'est vraiment l'enjeu qu'on a ici au Québec, où est-ce que les producteurs sont pas enclins à investir vraiment dans leurs engrais verts, dans leur culture de couverture. Donc, on y va toujours avec des semences ordinaires, mais comme tel, on pourrait avoir un certain gain là, à avoir certaines variétés. On va le voir un petit peu plus tard. Donc, les prises de données, bon, un suivi hebdomadaire des échelles BBCH pour voir justement les vitesses d'établissement, vitesse de développement. Suivi bimensuel de la hauteur des plants et photos. Donc, c'est un projet qui a été hyper documenté en termes de photos. Les biomasses au stade pleine floraison. Donc, pleine floraison, on prétend que c'est là qu'on a atteint le maximum de biomasse. L'espèce d'optimum entre une bonne biomasse et un C sur N là, qui demeure assez bas. Quoique, pleine floraison, généralement, on a un C sur N qui a déjà commencé à augmenter. Donc, peu importe là, nos engrais verts, si on veut aller maximiser notre azote, on n'attend pas pleine floraison. Là, c'est vraiment début floraison où est-ce qu'il faut penser à faire la termination. Ensuite, ils ont été chercher les analyses foliaires pour avoir justement les C sur N puis les azotes totales. Échantillonnage racinaire encore cette fois-ci et analyse de l'azote total. Et dans certains cas, pour ce qui était non gélif, les niveaux de survie à l'hiver. Donc, voici un peu le genre de dispositif. Donc, on comprend qu'on est vraiment dans des toutes petites parcelles sans réplication. Donc, c'était vraiment plus un essai observatoire à quelque part. Puis à chaque année, ce n'était pas nécessairement exactement les mêmes variétés qui ont été mises à l'essai, tout simplement par manque de disponibilité. Donc, ici, on a notre semis qui avait été fait au 9 juin. On est rendu au 25 juillet, donc très, très beau développement globalement. La plupart des espèces ont bien fonctionné. Oups, pardon. Pour ce qui est, si on les décortique un peu les plus intéressantes, là, la veste velue, donc qu'est-ce qu'on voulait, c'est avoir une variété à floraison plus tardive, donc pour vraiment maintenir les C sur N assez bas, plus grosse production de biomasse possible. On voulait que ça repousse après la fauche, donc ça c'est plus dans un contexte là, d'un engrais vert qui est pleine saison. Et on voulait évaluer sa survie à l'hiver. Donc, chez Jouffré Drillo, on a obtenu les variétés Massa, Savane et Nickel. Chez Green Cover Seed, la Purple Bounty. Chez Spare Seed, la Merit. Sébastien Anger, qui est un producteur bio, a fourni la TNT et la coop nous a fourni de la veste velue ordinaire. Constat général, on va voir quelques photos. C'est vraiment la variété Massa qui a produit la biomasse la plus intéressante et c'était très comparable à la TNT et à la semence ordinaire qu'on n'a malheureusement aucune idée de la variété et qui peut changer d'une année à l'autre. Donc, si on les compare rapidement en photo, là, donc Savane, c'est quasiment un échec de culture. Massa très, très, très prolifique et Nickel, bien correct, quoique jamais aussi intéressante que la Massa. Et si on compare TNT et ordinaire, donc TNT, très intéressante aussi, qui est assez comparable là, à quelque part entre Massa et Nickel. Donc ça, c'est des photos de une année, mais je dirais que c'est dans la veste velue qu'il y a eu le plus de que les résultats ont été consistants d'une année à l'autre. Donc voilà pour la veste. Ensuite, ici, on a une belle petite parcelle de massa encore là, très, très, très fournie.
Sinon, si on y va avec le trèfle incarnat, ici on a la variété Aldo. Trèfle incarnat, quand il est produit seul, là, on produit des très très belles biomasses, là. C'est vraiment un très beau trèfle. Donc, encore une fois, trèfle Aldo. Pour le trèfle d'Alexandrie, on cherchait quelque chose qui repousse après la fauche et le maximum de biomasse. Ils ont quand même essayé une espèce qui est monocoupe, donc éclair et tabard, donc deux variétés, pardon, et deux variétés multicoupes, la spot et la polaris. Donc, notre trèfle d'Alexandrie, on le connaît, c'est vraiment une plante qui est excessivement variable d'une année à l'autre. Puis encore là, peu importe le cultivar observé, on retrouve encore toujours cette variabilité-là d'une année à l'autre, là. C'est vraiment les conditions climatiques qui font foi de tout là, pour lui. Donc, moi, je le mets dans la catégorie des espèces pas fiables. Donc, ici, on a un exemple en 2018, le trèfle d'Alexandrie, alors qu'en 2019, la même espèce, là, la même variété, pardon, quasi un échec. Donc, même chose, Polaris 2018, très beau, probablement une année beaucoup plus mouilleuse, et 2019, là, on a un échec de culture quasi. Pour ce qui est de la veste commune, les critères recherchés, bon, une floraison plus tardive, maximum de biomasse, toujours la même chose, une repousse après la fauche. Euh, dans la veste commune, la repousse après la fauche là, est généralement plus vigoureuse là, que dans la veste velue. Donc, dans les vestes communes, franchement, il n'y a pas eu énormément de différence entre les variétés. Du moins, c'est moins marqué que dans les vestes velues. Qu'est-ce qu'ils ont essayé aussi? Luzerne gélive. Donc, ils voulaient voir est-ce que vraiment cette luzerne-là, elle meurt réellement à l'hiver ou on va l'avoir encore, elle va revenir l'année d'ensuite. Et le constat, c'est qu'elle n'est pas si gélive que ça. Donc, même dans nos hivers ici à Victoriaville, on n'a pas de mortalité complète là, suite à l'hiver. Donc, c'est pas une plante, même, elle se comporte quand même comme les luzernes qu'on connaît. Sinon, pour ce qui est du pois fourragé, au Québec, généralement, dans le pois fourragé, on utilise principalement le pois 40-10, qu'on appelait avant 40-10. Maintenant, il l'appelle pois mauve ordinaire, pois fourragé mauve ordinaire. Toujours maximum de biomasse, floraison un peu plus tardive, croissance rapide en début de semis. Et donc, les variétés qui ont été essayées, le 40-10 et le Arca. Il y a plusieurs autres variétés là, quand même qui ont été essayées. On pense que la variété... Oh, pardon, excusez-moi, il me manque une photo, là, mais le Black Purple qui vient de l'Ouest canadien, on pense que c'est quand même la même source génétique là, que le pois 40-10. Donc, globalement, les autres pois fourragés qui ont été essayés dans cet essai-là ont été à peu près aussi performants que le 40-10. C'était variable d'une année à l'autre. Donc, ça nous laisse quand même, ça nous donne quand même espoir que si toutefois on perd un peu la génétique du 40-10 parce que c'est une variété qui a été abandonnée là, par l'obtenteur, il reste qu'il y a d'autres pois fourragés sur le marché qui sont tout aussi performants que lui. Pour ce qui est de la févrole, dans ces années-là, c'était vraiment dans les premières années d'essai sur la févrole. Donc, on avait très peu de variétés disponibles au Canada. Donc, la variété qui a été utilisée, c'était la Snowbird, euh, pour aller chercher toujours des variétés à très petites semences. Donc, c'était assez exploratoire au niveau de la févrole. Là, ça a été difficile vraiment de se procurer différentes variétés dans cette espèce-là. Sinon, d'autres
espèces qui ont été essayées. Oui, il y avait des variétés, mais comme tel, ils n'ont pas eu plusieurs variétés par espèce. Là, c'était plutôt pour les mettre à l'essai, voir comment ça poussait chez nous. Donc, lupin blanc de printemps, on voit quand même une très belle biomasse avec un port érecté comme la févrole. Donc, ça peut être très intéressant. Lupin blanc d'hiver aussi, une plante qui reste plus ras au sol, là, ça peut être aussi intéressant. On voit que ça pousse bien là, chez nous. Haricot dolique, ça c'est le Black Eyed Pea, donc une plante, un haricot qui est issu de la zone subsaharienne, là, donc c'est vraiment quelque chose qui pousse généralement en Afrique, donc dans les régions très chaudes, mais ça a quand même bien fonctionné ici au Québec. Donc, en conclusion, le pois fourragé, toutes les variétés ont donné des bons rendements similaires au 40-10. Fait que ça, c'est très encourageant de savoir qu'on a une espèce de backup là, en cas de l'abandon du 40-10. Le haricot dolique, espèce qui pourrait être vraiment intéressante si elle est semée en juin. Donc, elle a besoin vraiment de toute sa période de croissance. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus adapté, mettons, pour les, euh, les engrais verts pleine saison, les cultures de couverture pleine saison. Veste velue, c'est là qu'on a retrouvé le plus de variabilité entre les espèces, donc entre les variétés, pardon. Variétés Massa et TNT là, ont vraiment surplombé sur la plupart des anécites, ont été vraiment supérieurs aux autres. Encore là, très adapté à un semis en juin. Et un autre élément là, qui était assez variable chez la veste velue, c'est la date de floraison. Donc, il y en avait qui fleurissaient là, après une centaine de jours, alors qu'il y en avait d'autres qui fleurissaient après 70 jours. Donc, énormément de variabilité là, au niveau de la date de floraison. Puis, on se rappelle que le moment de la floraison et le rapport C sur N et l'accumulation totale d'azote dans la plante, c'est directement relié. Donc, si on a quelque chose qui est vraiment plus long à fleurir, ben, on a on va dire, une plus grande marge de manœuvre pour aller récupérer notre azote. Donc, ça conclut l'essai de Charlotte. Donc, il y a le rapport est disponible là, sur notre site web, mais le lien va être partagé là, avec mon PowerPoint. Donc, le rapport est intéressant. Là. Il y a vraiment beaucoup de données justement sur les quantités d'azote. Là, je ne pouvais pas aller en profondeur, là, mais je vous invite à lire le rapport si ça vous intéresse. Donc, le dernier essai que je vous présente, c'est l'essai qui a été mené, entre autres, par ma collègue Juliane Wilkinson. Donc, c'est un essai de culture de couverture dans le soya. Donc, c'est un intercalaire dans le soya et on est allé voir l'effet sur le blé. C'est un projet qui a été réalisé en collaboration avec le Sérum et qui avait comme partenaire la coop AgroBio. Donc, l'objectif, c'était vraiment de comparer les performances puis l'effet des différentes espèces de culture de couverture et ou mélange implantées dans le soya après le dernier sarclage. Donc, en bio, notre grand défi dans les intercalaires dans le soya, c'est le fait qu'on sarcle, la plupart des producteurs vont faire un contrôle mécanique des mauvaises herbes jusqu'à la fermeture des rangs. Puis, on sait que pour bien établir une culture de couverture intercalaire dans le soya, idéalement, on l'implante avant la sortie ou à la sortie du troisième trifolié. Donc, on comprend bien qu'au 30 pouces, fermeture des rangs, on est beaucoup, beaucoup plus avancé que le troisième trifolié. Donc, c'est le grand défi est là, c'est d'implanter vraiment plus tôt et de bien implanter. Donc, plus on retarde notre date de semis en intercalaire, plus c'est important de venir implanter avec un semoir. Fait que vraiment, c'est les défis que les producteurs rencontrent. Donc, ça fait plusieurs années là, qu'on essaie d'implanter des intercalaires dans le soya. Et honnêtement, trois quarts du temps, c'est un échec. C'est vraiment dû au moment d'implantation et à la méthode. Donc là, on va voir des fermes
qui justement ont pris ça vraiment au sérieux, puis ont choisi des champs qui étaient impeccables, donc ils ont pu arrêter de sarcler tôt et implanter très tôt. Et ceux qui ont vraiment bien réussi, c'est vraiment celles qui ont travaillé avec des semoirs intercalaires modifiés qui permettent d'aller vraiment placer la semence dans un sillon plutôt que tout simplement la voler et enfouir avec un sarcleur. Alors, les objectifs secondaires, c'était de déterminer est-ce que les cultures de couverture intercalaire affectent le rendement et la qualité du soya? Quelles sont les cultures intercalaires les plus performantes? Est-ce que les cultures intercalaires ont un impact sur les mauvaises herbes? Est-ce que les cultures intercalaires ont un impact sur la santé des sols? Puis, est-ce que la culture de couverture intercalaire impacte le rendement du blé de l'année d'ensuite? Donc, globalement, qu'est-ce qui a été essayé dans le grand groupe des graminées? Le sec d'automne et le régras annuel. Dans la légumineuse, on avait le trèfle blanc UA, le trèfle nain cachemé, le trèfle rouge deux coupes, le trèfle incarnat, le mélilo et la veste velue. Puis, dans les mélanges, on est allé avec le trèfle blanc UA et régras et trèfle rouge deux coupes et régras. Donc, généralement, là, ici, le trèfle rouge deux coupes et régras, c'est ce qui est le plus utilisé. C'est ce qui est le plus fiable en termes d'implantation quand on implante seulement avec un semoir pneumatique là, monté sur un sarcleur. Donc, il y a aussi eu on va voir le dispositif, là, mais c'est un dispositif en split plot, donc on a été capable de, pour chacun des types d'intercalaires, d'aller valider l'effet du fumier, donc de la fertilisation. Donc, on a toujours une portion qui est sans fumier, une portion qui a 100% de la dose, et il y a certains sites, on va voir, qui ont eu 50% de la dose. Donc, c'était un essai qui a été mené en formule mère-fille. Donc, on avait deux sites mères qui étaient le Sérum et l'INAB à Victoriaville et plusieurs sites filles qui étaient vraiment chez des producteurs agricoles. Donc, on comprend que dans les sites mères, c'était des beaucoup plus petites parcelles, puis des dispositifs plus complexes. C'est là qu'on a eu, entre autres, là, les 50% de dose. Donc, le déroulement du projet. Ici, on voit là, chacune des petites pins bleues et rouges. Ce sont des sites filles. Donc, on en avait vraiment une belle dispersion sur le territoire. Puis ici, on voit le site du sérum et le site du setup. Donc, on a vraiment une belle représentativité quand même là, des régions chaudes, des régions zone 1 et 2. Donc, globalement, oui, Stéphanie, 5 minutes. Parfait. Donc, 2021, première implantation d'intercalaire. Puis là, 2022, on a l'effet sur la céréale. 2022, on reprend l'intercalaire. 2023, on a l'effet sur la céréale. Et 2023, on a aussi réimplanté des cultures de couverture en intercalaire, mais sans avoir le rendement sur les céréales. Mais c'est pour continuer à valider quelles espèces étaient les plus intéressantes. Ici, rapidement, le dispositif au CETAB. Donc, on avait 4 répétitions pour chacune des espèces. Et chacune des espèces avait un split plot pour valider l'effet de la fertilisation. Et le dispositif chez les producteurs, donc c'est les producteurs qui choisissaient quelles espèces ils voulaient essayer dans l'espèce de liste. Et ils n'étaient pas obligés de toutes les prendre, donc c'était très propre à chaque entreprise. Donc, on avait là toujours des parcelles qui étaient soit fertilisées pleine dose ou sans fertilisation. Donc, première question finalement, est-ce que nos intercalaires affectent le rendement du soya? Donc, comme tel, aucun impact là, significatif sur 13 des 14 années sites. Donc, certaines cultures de couverture intercalaire s'étaient vraiment beaucoup développées, mais malgré tout, là, aucun effet là, négatif sur le soya.
C'est quoi les cultures, les intercalaires qui ont été les plus performants? Ça, c'est pour le site du CETAB là, à Victoriaville. Donc, c'était une année particulière, là. Normalement, le sec d'automne, il meurt complètement, mais cette année-là, probablement que le soya était resté très petit, là, donc le sec s'était beaucoup développé, malgré tout. Mais sinon, on va le voir, là, c'est pas mal standard là, dans tous les sites. Trèfle blanc, UA, Régras, c'est vraiment, on accumule des très belles biomasses qui sont quand même pas dommageables pour la récolte du soya. Sinon, trèfle rouge et raigra, toujours très intéressant aussi. 2022, plutôt, c'est vraiment le raigra qui s'est démarqué. Puis on a toujours notre trèfle blanc UA et raigra qui s'est bien démarqué avec trèfle rouge et raigra également. Donc, on va voir là, c'est globalement ce qui a vraiment bien fonctionné dans la plupart des essais. Donc, ici, quelques photos. On voit un peu le développement des intercalaires là, une fois que le soya est complètement défolié. Toujours, ça c'était 2021. En 2022, un peu moins de développement quand même, mais on a quand même une certaine végétation. Sur les sites filles, ici, c'est un site où est-ce qu'on était implanté là, seulement à la volée, donc à la volée enfouie. Donc, on voit des implantations qui sont un peu moins intéressantes, généralement, implantations trop tardives aussi. Un autre site filles ici, implantation avec semoir, euh, beaucoup mieux fonctionné, trèfle rouge très performant. Trèfle rouge peut être quand même gênant parfois pour le battage, selon les années, selon le développement du soya aussi, à faire attention. Notre site fille, différents sites filles ici, encore une fois implanté avec un semoir, si je ne me trompe pas. Trèfle UA, très beau développement. Ici, on a un autre site fille, donc assez bien implanté également. Ça, c'est un site qui avait été implanté très, très tôt en saison, là. Donc, on a vraiment un développement qui est supérieur. Ici, probablement la meilleure année site, là, c'était un des sites filles dans la Naudière. Excellent développement, le trèfle UA, là, c'est vraiment ça qu'on cherche comme type d'implantation. Donc, des considérations techniques pour la récolte, c'est sûr que c'est gênant d'avoir un fond vert comme ça. Les producteurs arrivent à quand même se débrouiller en modifiant très légèrement là, la faux. Donc, on va aller chercher, on va aller apposer n'importe quel outil qui va permettre de coucher l'engrais vert avant qu'il rentre dans la batteuse. Donc, c'est quoi qui est le plus performant? Donc, ce qu'ils ont ciblé, c'est vraiment qu'en sol sablonneux, euh, c'est vraiment les légumineuses qui vont généralement mieux fonctionner, alors qu'en sol plutôt argileux, généralement, ça va être les graminées. Mais la combinaison légumineuse-graminée reste très, très, très intéressante. C'est sûr que les temps secs, c'est très, ça rend l'implantation très, très difficile, mais on n'a pas de contrôle là-dessus. Ensuite, la méthode d'implantation est hyper importante pour vraiment bien réussir. Donc, on se tient le plus loin possible là, des implantations seulement à la volée, enfouie avec le sarcleur. Vraiment, c'est très marqué là, la différence de qualité d'implantation quand on réussit à implanter avec un semoir modifié. Encore une fois, le timing avec le soya aussi est très, très, très important. Dans les critères de qualité de sol, donc le critère qui ont le plus observé, c'est le diamètre moyen pondéré. Donc, ici dans le texte, là, on va voir que c'est un DMP. On réfère en DMP. Puis globalement, tous les essais, toutes les variétés, toutes les espèces ont permis d'améliorer le diamètre moyen pondéré des agrégats. Le trèfle blanc UA est vraiment le plus performant pour augmenter la DMP.
Puis le trèfle rouge, lui, a permis d'augmenter significativement le carbone actif du sol, mais avait très peu d'effet sur la DMP. Donc, globalement, là, pour la santé des sols comme tel, si c'est quelque chose qui vous intéresse encore, le rapport complet là, est disponible. Pour ce qui est de l'effet sur le rendement et la qualité du blé l'année suivante, nous, à notre site à l'INAM, on n'a pas eu d'effet comme tel sur le rendement. Par contre, au site du sérum, eux, ils ont eu des effets significatifs. Puis, sur la plupart des sites filles, partout où est-ce que les biomasses étaient assez intéressantes, on a eu aussi des effets sur la qualité puis le rendement du blé. Donc, globalement, au sérum, ils ont déterminé là, que les engrais verts les intercalaires les plus performants ont permis d'aller chercher 0,23 tonnes hectares de plus, puis qui est une augmentation là, d'environ 10 de leur rendement moyen. Et puis, on a définitivement l'effet conditionneur, c'est-à-dire que dans la biomasse calculée, la quantité d'azote calculée dans la biomasse, on était inférieur à 16 kg/hectare, alors que l'effet sur le rendement est supérieur à cet ajout d'azote-là, finalement. Donc, on a toujours notre effet conditionneur. Donc, au site du sérum, les espèces qui ont vraiment été les plus intéressantes, on parle de mélilo, trèfle blanc-nain, cachemire, alors que dans les autres sites, franchement, il ne s'est vraiment pas démarqué, et la veste velue. Et puis, si on était avec, ça c'est pour 100 fumier, et avec demi-dose de fumier, on a mélilo, trèfle blanc UA, trèfle blanc du cachemire et trèfle rouge et veste velue. Donc, c'est vraiment des espèces qui sont un peu plus intéressantes là, à mobiliser pour faire les intercalaires dans le sol. Donc, très rapidement, chez les sites filles, pardon, donc dans les fermes de production, on a eu des augmentations de rendement de jusqu'à 36 et des augmentations dans la protéine qui étaient comparables à l'effet du fumier versus sans fumier. Donc, ça peut être très intéressant si elle est bien réussie. Donc, c'est vraiment le défi, c'est de réussir à bien l'implanter assez tôt avec les bons équipements. Donc, ici encore un autre site fille. On a une augmentation de rendement de 19 et un gain au niveau de la protéine aussi. Et quelques considérations techniques. Donc, il faut vraiment penser à la destruction. On veut vraiment pas avoir ce genre de choses-là l'année d'ensuite. Donc, très, très important là, de bien le détruire. On comprend qu'en bio, c'est une destruction qui est mécanique. Donc, parfois, là, c'est quand on est dans des espèces bisannuelles, ça prend des interventions mécaniques qui sont assez costaudes. Là. On peut parler même avec les régras, parfois, on a besoin d'un labour. Là. On veut absolument pas avoir ça l'année d'ensuite. Toujours avec les régras, il faut penser à la quantité de racines que ça fait. Donc, quand on va aller retravailler le terrain au printemps, ça peut être des motons racinaires qui sont assez nuisibles là, dans les équipements. Donc, en conclusion, on a eu des performances qui étaient assez variées entre les différentes espèces de cultures de couverture. C'est sûr que les légumineuses, globalement, ils sont un petit peu plus performantes dans les sols argileux, contrairement aux graminées. C'est la relation inverse. Les intercalaires n'ont pas nuit à la à la récolte du soya. Par contre, il faut prendre des précautions. C'est sûr que ça garde la rosée plus longtemps. Et ça leur réduit un petit peu la quantité de mauvaises herbes. Et ça l'a permis dans certains sites de vraiment augmenter les rendements et la protéine du blé.
Alors, Juliane sera très intéressée de discuter de ces essais-là avec vous, si ça vous intéresse. Alors, Stéphanie, je serai prête à la période des questions et Oui. j'ai pas réussi à rentrer dans mon temps. Ben, écoute, on dépasse de 5 minutes, là, ça va. J'ai pris la décision de te laisser terminer parce que là, je voyais ce qui s'en venait comme information, puis j'étais certaine que ça allait intéresser les conseillers puis les producteurs qui étaient présents. Là. C'est quand même intéressant, justement, toutes les considérations techniques que tu nous as partagées, puis les effets sur les rendements, puis la protéine du blé, entre autres. Fait que Bruce, je te laisserai animer la période de questions avec Sophie. Ça a bourdonné là, dans le chat là, Oui. pendant ta présentation. Oui, on a des questions. Je vais recommencer du début avec ta première section là, sur les essais vintage de 2009-2010, qui était très intéressant en passant. Simon Proto nous demande comment on explique les diminutions de rendement avec les céréales et comment explique-t-on qu'avec fumier, si les apports totaux semblent identiques, les rendements sont aussi différents? C'est probablement les rapports culturels. Dans le fond, on n'a pas eu d'informations sur les rapports culturels, là, mais probablement que c'est quand même très élevé. Fait que ça a probablement immobilisé une partie de l'azote en début de croissance du maïs. OK. C'est ma Logique. conclusion. Gabriel, il avait posé deux questions. Il y en a une qui s'est répondue tout seul. L'autre, c'est toujours sur le même essai. Les deux témoins étaient sans engrais verts et fumier parce que tu avais des diagrammes là, où on voyait des témoins de part et d'autre, à gauche et à droite. Là. Exact. Est-ce- Donc, c'est ça, c'est que tes témoins, dans le fond, tu avais un témoin avec Sans fumier, tu avais un engrais témoin sans verts, fumier. sans fumier, dans le fond, le vrai témoin négatif, c'était sans engrais verts, sans fumier. Puis du côté fumier, ben, notre témoin, c'était sans engrais verts, mais avec fumier. Je crois que ça répond à la question. Une autre question, toujours dans le même essai, là, est-ce qu'il est facile d'avoir l'information au niveau des variétés de culture de couverture que l'on veut acheter? Exemple, les vestes dont tu parlais. Ben, dans le fond, au Québec, c'est très difficile, là. Les variétés vraiment qui ont été ciblées, c'est vraiment plus dans des catalogues européens, là. D'accord. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment de voir avec des représentants locaux de semences, est-ce qu'ils sont prêts à faire les démarches pour aller chercher de la semence à l'étranger? Sinon, c'est un petit peu compliqué avec la CIA là, de faire de l'importation, quoique c'est pas impossible. Puis on a vraiment besoin de plus d'essais là, sur les variétés si on veut que ça se développe ici au Québec, l'aspect variétal. C'est quelque chose sur OK. lequel j'ai pas vraiment mis d'emphase, là, mais euh, des variétés, en Europe, c'est fou la quantité de variétés qu'il y a pour chacune des espèces. Là, donc, il n'y a pas de raison. Ici, on est vraiment en retard par rapport à ça. OK. Un bon call que tu fais. Peut-être une petite dernière. Je pense qu'il fait référence au dernier projet que tu as présenté, Simon Proto. Le trèfle est vivace, il ne cause pas de problème à long terme? C'est vraiment la destruction. C'est super important de bien le détruire. C'est vraiment ça. C'est la destruction mécanique qui est hyper importante. Merci beaucoup Ben, pour merci à ta vous de présentation, l'invitation. Et le puis, si partage. je peux dire en guise de conclusion, là, définitivement, nous, en bio, on n'a pas le choix de courir après notre azote au travers des engrais verts. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qui est vrai autant pour les conventionnels que pour les bio. Tu sais, il y a vraiment de l'optimisation à aller faire de ce côté-là. Oui, en effet. Alors, merci beaucoup Merci. pour l'invitation. Merci. Bye Les bye. présentations, comme j'avais mentionné tantôt, là, j'ai vu qu'il y avait une petite question là, dans le chat. Puis oui, en effet, elles vont être déposées. Là. Les vidéos vont être sur la chaîne YouTube du MAPAC et les présentations vont être sur le site web du MAPAC. Fait que je vais te présenter, Gabrielle, pour le bien de notre auditoire. Alors, tu es gradué en agronomie, en sol et en environnement à l'Université Laval. Tu as gradué en 2010. Euh, Tu travailles comme conseiller auprès des producteurs de grandes cultures au groupe Pleine Terre depuis 2010, en fait, depuis ce temps-là. Donc, Gabrielle, tu as ensuite t'as fait ta maîtrise sur une méta-analyse de la fertilisation des haricots et des pois de 2010 à 2013.
Assurément, tu es un passionné de fertilisation, de santé des sols, environnement, les technologies aussi, ça t'intéresse beaucoup. L'optimisation là, de la rentabilité des entreprises. Depuis que tu es gradué, tu as fait plus de 300 essais au champ sur différents sujets, mais principalement des essais sur la fertilisation azotée dans le maïs et les céréales. Et c'est très ambitieux, mais ton objectif, ça serait d'établir un outil qui permettrait de faire des recommandations azotées dans les grandes cultures qui se colleraient le plus possible aux besoins réels de chaque situation. Alors, tu ne manqueras pas d'ouvrage pour les prochaines années. Ta Non, je me suis conférence trouvé ce le matin, sujet pour rouler jusqu'à ma retraite. être sûr d'être bien occupé. Fait que ta conférence ce matin porte sur le semis du trèfle au printemps, en fait, à ce temps-ci, là, on est pas mal dans la bonne période, dans les céréales d'automne. Donc, je te cède la parole. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Merci pour l'introduction. Puis d'ailleurs, comme tu l'as mentionné, Stéphanie, mon dada, c'est vraiment la fertilisation, c'est vraiment la santé des sols, les nouvelles technologies. Puis d'ailleurs, c'est que je vais présenter. Là, vous voyez ma présentation? Oui. Oui, c'est bon, parfait. D'ailleurs, je vais vous présenter au courant de ma présentation là, toutes les informations viennent de suivi au champ des essais que j'ai réalisés pour essayer de caractériser la réponse du maïs à l'azote. Qui proviennent aussi d'observations, oui, de commentaires des conseillers, des commentaires aussi de l'information qui proviennent des producteurs. Puis d'ailleurs, c'est là que je voulais en emmener, c'est qu'il va y avoir certaines diapos qui vont présenter les herbicides qui ont été utilisés pour contrôler le trèfle. Donc, comme tu l'as mentionné, Stéphanie, il n'y a pas la phytoprotection dans mes spécialités. Donc, je vais essayer de répondre du mieux que je peux s'il y a des questions sur les herbicides, mais sachez que je pense que c'est plus pour les informations, c'est plus pour ouvrir la discussion, à savoir comment contrôler le trèfle, parce que je crois qu'il y a eu dernièrement, une rencontre sur les cultures de couverture, puis je crois que justement, il y avait beaucoup de questions qui étaient sur la gestion, comment contrôler le trèfle, soit à l'automne, soit au printemps, puis du moins, j'espère qu'on va avoir le temps d'en discuter un petit peu plus suite à cette présentation-là. Donc, voilà, l'implantation de trèfle dans les céréales d'automne, tôt au printemps, comme tu l'as mentionné une fois de plus, Stéphanie, on est là. C'est le début, en fait, dès que les conditions vont le permettre, c'est d'aller semer notre trèfle au travers de notre céréale d'automne pour justement permettre son implantation. Pour ma part, c'est quand même relativement nouveau comme méthodologie. Je sais que ça fait quand même un certain temps que c'est appliqué, surtout, je dirais, en régie biologique. Je vois nous, auprès du groupe Plantaire, on a un regroupement aussi de producteurs biologiques, puis je vois des sapristi de beaux résultats dans les cultures, dans le maïs biologique. Je vois des beaux rendements sur des retours justement d'engrais verts, sur des retours de trèfle. Sophie l'a mentionné, le trèfle, le pot fourragé, ce sont deux espèces qui sont super intéressantes pour justement optimiser les rendements, optimiser les apports azotés pour la culture suivante. Donc, mon objectif, ça serait vraiment que les producteurs emboîtent le pas, introduisent une troisième culture, puis introduisent justement cette pratique de trèfle. Donc, rapidement, la réalité actuelle en grande culture, on le sait, le maïs, c'est une culture qui a des besoins élevés en azote. C'est des besoins, en fait, qui vont être très variables d'un site à l'autre, malgré le fait que parfois, on va avoir les mêmes précédents culturaux, qu'on va avoir aussi les mêmes types de sols, qu'on va avoir aussi la même régie, donc pas nécessairement des fumiers, pas d'engrais verts, qu'on est juste sur des retours de soya. Nous, qu'est-ce qu'on a observé? C'est qu'on avait des réponses du maïs où la dose optimale économique variait de 50 unités optimales. En fait, c'est que le démarreur jusqu'à au-delà de 250 unités d'azote, malgré qu'on ait les mêmes précédents culturaux. Donc, des besoins élevés, qui ont aussi une grande variabilité. Alors, pour les conseillers, c'est hyper difficile de faire une recommandation qui va être précise, qui va refléter la réalité de chacune des parcelles, chacun des champs. Deuxième point, c'est que les entreprises, on le sait, on veut
bonifier, en fait, la rentabilité. Une entreprise les entreprises ne sont pas des OBNL. Elles doivent payer les intrants, payer la location de terre, payer l'achat de terre, payer les tracteurs, la machinerie. Ils ont beaucoup de comptes à payer. Donc, si à la fin de l'année, la rentabilité de l'entreprise est déficitaire, alors on peut s'imaginer que la faillite peut venir. Puis, ce n'est pas ça qu'on veut. Ce n'est pas ça que les entreprises veulent. Les entreprises veulent prospérer. OK? Puis, le troisième point, c'est peut-être plus nécessairement la situation actuelle de qu'est-ce qu'on entend avec tout ce qui se passe à l'international. Mais bon, le troisième point, là, 2 mois, était encore d'actualité, où ce que la situation économique actuelle permet une régie de fertilisante d'assurance. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que pour ne pas perdre de rendement, les producteurs vont toujours en mettre un petit peu plus pour s'assurer qu'il n'y ait pas une diminution de rendement qui est reliée avec un manque d'apport azoté, OK? Qui est relié avec le prix du coût de l'azote. Alors, le prix du coût de l'azote n'est pas suffisamment élevé, OK? Il faut faire attention dans ce que je dis, suffisamment élevé. Oui, ça coûte cher, l'azote. C'est un intrant qui va coûter cher aux entreprises d'agriculture, mais versus une perte potentielle de rendement, versus le prix de vente de la tonne de maïs, le coût des intrants n'est pas élevé. Donc, ça entraîne une régie de fertilisante d'assurance. OK? Qu'on va en mettre toujours un petit peu plus pour s'assurer d'avoir des rendements qui vont être au-delà de nos espérances. Quatrième point, c'est ce que je me rends compte. C'est dernièrement, j'ai fait une petite entrevue avec un journaliste, puis il me demandait si on avait une dépendance aux engrais minéraux, puis ça m'a amené à penser à ça. Je crois qu'on s'est créé, en fait, une dépendance aux engrais minéraux avec une régie culturelle sur 2 ans. Maïs, soya, maïs, soya, maïs, soya. Moi, qu'est-ce que j'observe? Les tendances que j'observe, c'est que je me rends compte que la réponse du maïs à l'azote dans des champs qui sont continuellement sur une régie de 2 ans, la réponse à l'azote minéral va être plus élevée que dans des champs où il va y avoir une belle rotation. Il va avoir en fait, quand je parle de belle rotation, c'est que je parle minimalement de 3 cultures. Tant mieux s'il y en a une 4e puis une 5e culture. C'est l'introduction d'engrais verts, c'est aussi l'utilisation des déjections animales. Tout ça, dans sa globalité, va amener une certaine résilience, en fait, de nos sols pour lorsque même dans des années de sécheresse comme qu'on a vécu en 2025, qu'on obtienne des rendements qui sont supérieurs, en fait, à la moyenne des autres entreprises. Okay? Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de se créer. En fait, on s'est créé une dépendance aux engrais minéraux. Puis, c'est là que je veux justement inverser cette tendance-là, essayer d'optimiser les apports azotés par différents intrants autres que les engrais minéraux. Bon, ici, déjection animale, réponse décevante. Au travers de différents projets, on avait les objectifs de démontrer la réponse du maïs suite à des déjections animales, suite à des engrais verts. Qu'est-ce qu'on se rendait compte? C'est que sur nos sites qu'on avait des déjections animales, la réponse du maïs à la fertilisation azotée minérale était aussi élevée, parfois même plus élevée que dans nos champs où on n'avait pas de déjection animale, qui étaient des côte à côte, des champs qui étaient des côte à côte. Des fois, on avait des gains, OK, où ce que la réponse du maïs était plus faible, où ce qu'on avait des déjections animales, mais régulièrement, on avait en fait une réponse qui était soit égale ou plus élevée versus notre champ à côté qui n'avait pas eu de déjection animale dans les 2 dernières années. Qu'est-ce que je me rends compte? C'est qu'il y a un potentiel. Je ne veux pas dire que les déjections animales, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça du tout. C'est que je crois qu'il faut faire attention de la façon que c'est utilisé, puis de la façon qu'on va, les conditions de sol dans lesquelles on va l'appliquer, le travail de sol qui va avoir été fait aussi. Ça peut entraîner de la compaction, ça peut entraîner aussi après ça une mauvaise qualité de semis, un mauvais lit de semence, un mauvais contact de la semence avec le sol, une mauvaise levée qui s'interprète au final par des pertes de rendement et même une réponse, comme je vous le disais, plus élevée à l'azote, malgré qu'on ait eu des déjections animales. Okay? Par contre, au niveau des engrais verts, les résultats sont
plus intéressante dans la généralité. Où ce que dans nos sites, où on avait des précédents engraveurs, la réponse humaine à l'azote était plus intéressante, était plus faible versus nos champs qui n'en avaient pas eu d'engraveur. Puis aussi, on avait souvent, régulièrement, même une bonification des rendements. Puis c'est là qu'on va... c'est un peu les résultats que je vais vous présenter là, au courant de cette présentation. Ensuite de ça, bien, pour avoir, en fait, l'utilisation des engraveurs, je le mentionne, mais ça prend une diversification de la régie culturelle. C'est nécessaire parce que, je le dis ici, là, la distinction est importante à faire entre un engraveur, selon moi, la distinction est importante, de faire entre un engraveur et une culture de couverture. Un engraveur, on veut une importation de l'azote. Il faut utiliser une légumineuse. Pour l'utilisation d'une légumineuse, tout dépendant des espèces, il y en a qui s'implantent, qui sont plus lents à s'implanter, comme exemple le trèfle. Puis il y a d'autres légumineuses, comme le pot fourragé, qui vont être plus rapides à s'implanter, qui vont offrir une biomasse plus rapide. Par contre, il y a une date butoir qui est dans mon livre à moi, qui est le 1er septembre, surtout pour les régions du sud du Québec. Là. Le 1er septembre, je vous dirais qu'après cette date-là, l'utilisation d'une légumineuse, l'implantation d'une légumineuse ne sera pas optimale. Le développement de la biomasse aérienne et racinaire ne sera pas optimisé. Donc, après le 1er septembre, c'est là qu'on va tomber, comme je vous dis, avec une culture de couverture. On va utiliser une graminée, on va utiliser probablement aussi un mélange avec des crucifères qui va justement faire un couvre-sol, qui va restructurer, oui, le premier horizon, mais on n'apportera pas d'azote supplémentaire. Bon. Le semis du trèfle à la reprise des céréales d'automne, c'est une régie qui est super intéressante et qui montre des résultats très promoteurs. Puis c'est là que je m'en vais. Comment qu'on procède? Moi, je conseille en fait à mes producteurs, c'est un mélange de 5 kg à l'hectare de trèfle rouge 2 coupes avec un mélange de trèfle blanc nain qui va, en fait, les deux vont être complémentaires. Les deux vont avoir des caractéristiques de croissance différentes. Une va être plus ressol, l'autre qui va être plus aérien, qui va avoir un développement racinaire qui va être différent. Un qui va avoir une belle grosse racine avec des racines secondaires, tandis que l'autre, ça va être plus à la surface. Puis selon les conditions météo, les conditions de sol, il y en a une qui va prendre plus la place, tout dépendant des conditions de sol. Donc, le mélange des deux devient super intéressant, où ce que tout dépendant des conditions météo, qu'on n'est pas capable d'avoir un impact, qu'on n'est pas capable de contrôler, bien, on va avoir parfois une espèce, une variété qui va mieux se développer que l'autre. Alors, comment est-ce qu'on y procède pour l'implantation? Bon, ici, je le mentionne, l'implantation, ce n'est pas toujours un succès. Il y a j'ai vu différentes façons de l'implanter, soit par drone, soit par... Bon, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête présentement, puis je ne veux pas oublier, mais bon, premièrement, je veux mentionner quelque chose d'important. Si vous avez l'intention de travailler votre sol, de drainer, de niveler après la récolte de votre céréale, l'implantation de trèfle n'est pas conseillé. On n'utilise pas ça. Le trèfle, lui, il va se développer une fois que la céréale va être récoltée. Donc, si vous avez l'intention de travailler votre sol, je dirais, ne faites pas ça. Travaillez votre sol, soit drainé, soit nivelé. Puis si vous êtes avant le 1er septembre, mais allez-y avec un poids fourragé qui va avoir une croissance plus agressive et qui va avoir une belle biomasse qui peut être intéressant aussi. L'autre chose, c'est que, bon, je le mentionne, ici, l'implantation n'est pas toujours un succès. C'est peut-être un travail qu'on doit faire dans le futur. Certains vont dire que l'implantation va être mieux quand la céréale d'automne va avoir été semée. On va avoir un certain entrerang de 17 pouces qui va laisser la place, qui va permettre un meilleur contact du trèfle avec le sol, qui va permettre justement un meilleur développement. Moi, pour ma part, qu'est-ce que j'ai observé? Chez un de mes producteurs, il y avait eu certains champs qui avaient été semés, d'autres champs où le céréale d'automne avait été implanté à la volée dans le soya. Et puis, parfois, dans des champs
qui avait été semé à la volée, il y a eu une belle implantation du trèfle. Parfois, l'implantation n'était pas belle. D'autres fois, l'implantation avait été belle dans les céréales qui avaient été semées et parfois, elle l'était moins. OK? Puis, au travers de ces champs-là, il y avait aussi un facteur où certains champs avaient été semés avec un genre de laine qui avait été mis sur un tracteur. Puis d'autres champs avaient été semés à l'aide du drone. Okay? Puis que ce soit un drone, que ce soit le dolin, certains champs étaient bien implantés dans les deux types. Okay? Fait, je pense qu'il y a un questionnement à se poser sur l'amélioration, en fait, de l'implantation du trèfle au travers du blé d'automne. En montant la présentation, je me posais la question, est-ce que peut-être un petit coup de peigne léger pourrait améliorer l'implantation? Si certains l'ont déjà fait et qui ont eu des résultats intéressants, je serais intéressé aussi à savoir votre technique d'implantation pour qu'on se rapproche plus du 100% que du 50% d'implantation. Donc, ici, dans cette partie-ci, je vous présente des résultats. Okay? Des résultats d'essais, puis que la réponse du maïs et même du soya 2 ans plus tard, voir comment est-ce que le maïs s'est comporté suite à l'implantation d'un trèfle dans les céréales d'automne. Alors ici, dans le premier exemple, on a un champ. Ici, on peut voir, c'est l'orthophoto prise au printemps 2023. Ici, on voit, c'est la reprise de la céréale d'automne. On peut voir qu'il y a des zones où la reprise a été moins bonne. Okay? Par contre, une fois que les producteurs ont décidé de garder le champ, il y a eu la moitié sud du champ où il y a eu un trèfle qui a été mis à la volée. Donc, un mélange de 4 kg de trèfle blanc, 4 kg de trèfle rouge, 2 coupes, qui ont été mis à la volée autour du 10-15 avril. L'autre partie, il n'y a rien eu. Okay? Une fois que la céréale a été récoltée, la partie en trèfle a été laissée en place, n'a pas été travaillée. La partie au nord a eu une implantation d'avoine pois radis. Okay? Donc, la partie nord a de l'avoine pois radis une fois que la céréale a été récoltée. Puis ici, qu'est-ce que vous voyez? La parcelle, c'est notre parcelle témoin où ce qu'on n'a pas mis d'engrais. Donc, je l'ai mentionné, c'est un 4 kg, mélange de 4 kg de trèfle rouge, 4 kg de trèfle blanc. Okay. Au total, le coût de la semence, ça, c'est des données qui viennent directement du producteur. Le coût de la semence a été de 85 $ à l'hectare, tandis que pour le trèfle, tandis que le coût pour l'avoine pois radis a été de 140 $ à l'hectare. Okay. Ici, j'ai une petite vidéo en espérant que ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est homemade, comme on pourrait dire en bon québécois. C'est un petit épandeur à la volée qui a été installé en avant du side-by-side, comme qu'on peut voir. Fait que c'est assez simple, en fait, okay? comme type d'application, puis comme type de machinerie. Voici ce que ça a donné dans le trèfle. Okay? On a une biomasse aérienne sèche, ça c'est à l'automne, quand on a fait la caractérisation de la biomasse. Là, on a un 7 tonnes à l'hectare de biomasse sèche dans le trèfle avec un apport aérienne, okay, de l'azote totale aérienne, autour de 180 kg d'azote à l'hectare. Ça, c'était pour le trèfle. Et au niveau de l'avoine pois, on a la moitié moindre de biomasse aérienne sèche, okay, un 3,3 tonnes à l'hectare avec un azote total de 92 kg à l'hectare. Donc, la moitié moindre aussi au niveau du potentiel azoté pour la culture suivante. Bon, voici comment a été faite la gestion de la biomasse du trèfle et aussi dans la section de l'avoine pois et du témoin. Okay? Donc, le 27 octobre, ce qui veut dire que le trèfle a été détruit à l'automne précédent, l'implantation du maïs grain. Okay, le 27 octobre 2023, dans le trèfle, il y a eu un mélange de 2,4-D okay, à 1,3 litres à l'hectare avec du glyphosate, okay, 1,6 litres à l'hectare. L'arrosage a été fait dans le trèfle à l'automne précédent. Ensuite de ça, rendu au printemps, partout sont dans le trèfle, donc dans notre témoin et l'avoine pois, il y a eu un pré-semis qui a été fait avec du glyphosate.
Par la suite, en poste levé dans le trèfle, il y a eu un mélange d'Engenia, du dicamba, avec du glyphosate. OK? Ça, c'est juste dans le trèfle. Puis, par la suite, il y a eu aussi un autre arrosage le 16 juin. Par contre, dans notre section avoine pois et témoin, une fois de plus, avec du glyphosate. Donc, dans l'avoine pois, c'est que le glyphosate qui a été utilisé, tandis que dans le trèfle, on a eu du 2,4-D, puis on a eu du Engenia, du dicamba qui a été utilisé. Ici, on voit en fait les coûts estimés par le producteur de 43 $ à l'hectare pour la gestion du trèfle. Ensuite de ça, dans l'avoine pois radis et témoin, 35 $ à l'hectare pour l'application du glyphosate. Il a été noté, en fait, que la qualité du semis du maïs au printemps 2024 a été uniforme. La qualité du semis était belle, OK, dans le trèfle. La levée du maïs a été plus rapide et plus uniforme dans le trèfle. C'est ce qui avait été noté. Par la suite, en post-levée, on a fait des essais azotés avec leur applicateur de 32 à dose variable. On peut le voir. Ici, on avait nos parcelles des doses d'azote qui ont été répétées 3 fois de façon aléatoire dans la parcelle témoin, dans la parcelle, pointeur laser ici, dans la parcelle avoine pois, puis ici en bas, c'était dans notre section où il y avait du trèfle. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ici, c'est la carte de rendement brut. On peut voir en fait que visuellement, il semble y avoir une différence de rendement qui coupe quand même bien avec notre zone de trèfle. Où ce qu'on avait du trèfle, les rendements semblent être supérieurs à notre avoine pois. Puis où ce qu'on remarquait que la reprise en fait de la céréale d'automne était moins belle. Ici, on avait une zone que la céréale d'automne était moins belle. On se rend compte que dans notre section trèfle, ben, elle paraît moins, en fait. Dans le maïs, ça paraît moins. On le voit toujours dans la section avoine pois. On voit toujours une diminution du potentiel de rendement. Mais quand on tombe dans le trèfle, on voit que le potentiel de rendement semble être supérieur, okay, malgré qu'on avait une zone probablement où il y a une accumulation d'eau qui se passe. Puis ici, bien, dans notre témoin, parce qu'on n'a pas d'engrais vert, il semble que visuellement, que les résultats sont moindres, en fait, que l'avoine pois et du trèfle. Bon, lorsqu'on interprète les résultats au niveau graphique, notre courbe de réponse, OK, ici, c'est super intéressant où on a notre courbe de réponse du maïs à l'azote sur notre retour de trèfle, OK? On a notre dose optimale économique a été de 205 kg d'azote à l'hectare pour obtenir un 14,4 tonnes de rendement. Où ce que je trouve intéressant, personnellement, c'est ici, avec seulement le démarreur dans le trèfle, on obtenait en fait près de 11 tonnes à l'hectare. L'avoine pois, on est un petit peu plus que 6 tonnes à l'hectare, tandis que dans notre témoin, pas d'engrais vert, on a un potentiel d'à peu près 3 tonnes à l'hectare qu'avec notre démarreur. Donc, le trèfle semble entraîner augmenter en fait le potentiel de rendement du maïs avec de faibles doses d'azote, mais aussi vient diminuer la réponse du maïs à l'azote. Puis là, j'ai poussé, cet été, en fait, cet automne, j'ai poussé un petit peu plus loin l'analyse, que je voulais voir, cet effet-là positif du trèfle, est-ce que ça s'interprète aussi 2 ans par la suite? Est-ce qu'on a un effet positif même dans le soya? Ici, qu'est-ce que vous voyez? C'est la carte de rendement brut du soya. On voit que l'effet trèfle, visuellement, à partir de la carte de rendement brut, la différence est moins importante que qu'est-ce qu'on pouvait l'observer dans le maïs. Par contre, là, j'ai utilisé vraiment les données de rendement dans nos parcelles où on avait des essais azotés. Donc, c'est des parcelles qui sont pratiquement côte à côte, qui sont dans le même environnement, même type de sol. Qu'est-ce que ça a donné au final? C'est que dans notre retour d'avoine pois, on avait une moyenne du soya à l'hectare de 3,86 tonnes. Dans notre trèfle, on avait une moyenne de 3,92 tonnes à l'hectare, tandis que dans notre témoin, on avait une moyenne de rendement soya de 3,66 tonnes à l'hectare. Ce qui est, ici, vous voyez les lettres, c'est que j'ai fait les statistiques, puis oui, on a une différence significative où on a des rendements supérieurs dans nos retours d'engrais verts versus où il n'y a pas eu d'engrais vert. Donc, il semblerait
que l'effet positif des engrèveurs ne se fait pas juste sur une année, l'année suivante, mais qu'il y a encore en fait un résiduel de ces effets positifs-là 2 ans suivants. Ici, c'est un essai qu'on a fait chez le même producteur, mais dans un champ différent. C'est 2024-2025. On était collaborateur d'un projet avec le sérum, qui est l'objectif, c'est de caractériser justement les apports azotés de différents précédents culturaux, engrèveurs fumiers. Donc, dans ce champ-là, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est la carte pédologique. On peut voir que du côté Est, on avait un loam argileux. Du côté Ouest, on a plus un loam graveleux. Donc, un type de sol plus léger côté Ouest versus côté Est. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est une orthophoto sol à nu. Okay? On peut voir que l'effet des drains. Donc, au printemps, on peut voir qu'on a les drains de travers. On voit le travail des drains ici. Donc, le semis s'est fait pour le trèfle, c'est fait le 9 avril 2024 à la reprise du blé d'automne. Encore une fois, c'est un mélange de 4 kg de trèfle rouge, 4 kg de trèfle blanc. Okay? La biomasse, lors de l'évaluation de la biomasse en novembre 2024, là, on avait moins de biomasse aérienne qu'on avait eu dans l'autre champ précédent. Okay? Dans l'autre champ précédent, on était à 7 tonnes de matière sèche, tandis que dans ce champ-ci, on était à 3 tonnes de matière sèche à l'hectare. Si vous voyez, en fait, des photos qui ont été prises une fois la céréale d'automne récoltée, pratiquement 3 semaines après la récolte de céréales, okay, le 8 août 2024, on peut voir que le trèfle s'est relativement bien implanté et de façon uniforme. Okay? Il n'y a pas grand zone où le trèfle ne s'est pas bien implanté. Ici, c'est l'avoine pois radis. Okay? Il y avait un petit peu de radis au travers, si je ne me trompe pas. Ça, c'est une photo qui a été prise le 8 octobre. Lors de la caractérisation de la biomasse, on avait un potentiel aérien de 130 kg d'azote à l'hectare pour notre section d'avoine pois. Donc, comment est-ce que s'est faite la gestion du trèfle? Okay? Bon, dans le dernier champ que je vais présenter, le trèfle avait été arrosé à l'automne, tandis que cette fois-ci, le trèfle a été arrosé au printemps, le 13 de mai. Okay? Puis le semis s'est fait le 16 de mai. Donc ici, c'était dans le deuxième site, dans le deuxième champ, 2024, le trèfle a été arrosé 3 jours avant le semis, okay, du maïs. Ici, on voit les photos à côté qui ont été prises par Caroline Sévigny, ma collègue, et puis le producteur, où ce qu'on peut voir le 1er avril, les racines, en fait, du trèfle, okay, qui sont bien développées. On voit une structure qui est super intéressante. Ici, c'est le 16 de mai, lorsqu'il y a eu le semis, en fait, du maïs dans le trèfle. Bon, on voit le mélange qui a été utilisé le 13 de mai 2025, donc un mélange de 2,4-D avec du glyphosate. Okay? Puis, en post-levée, il y a eu un mélange d'Acuron, avec de l'Engenia et du Transol. Okay? Pour un coût total évalué par le producteur d'environ 126 $ à l'hectare. Okay? Donc, tantôt, on était avec l'utilisation du 2,4-D et du Engenia, on était de mémoire à 45 ou 50 $ l'hectare, tandis que là, ici, en ajoutant le Curon, mais on grimpe quand même les coûts. Okay? Pour l'avoine pois, il y a eu, en pré-semis, il y a eu le mélange, en fait, du 2,4-D glyphosate qui a été mis partout, dans toute la parcelle. En post-levée, il n'y a eu que du glyphosate dans la section avoine pois et dans le témoin, pour un coût total de 46 $ à l'hectare. Okay? Donc, il y a eu un choix qui s'est fait, okay, de semer le 16 de mai. Les conditions de sol semblaient intéressantes, semblaient plus secs. La texture était magnifique, okay, selon les commentaires de Caro. Ici, on le voit sur la photo du 1er avril. On a vraiment une belle structure de sol. Okay? Puis ici, par contre, on a des températures de sol qui sont légèrement plus froides, okay? À cause probablement du couvert. Fait qu'ici, on peut voir que le 24 avril, les températures de sol dans le trèfle étaient d'environ de 12 degrés, tandis que dans l'avoine pois, puis on voit les résidus ici, étaient d'environ 17 degrés. Fait qu'il y avait quand même une différence là, de pas loin de 5 degrés de la température du sol. Par la suite,
il y a eu une visite au champ qui s'est faite au stade 5 feuilles. On peut voir en fait ici qu'il y a eu du lissage qui s'est créé dans la section de trèfle. Fait que probablement que les conditions du sol lors du semis n'étaient pas optimales. Ça a créé, comme je vous dis, du lissage. Puis par la suite, il y a eu un certain stress hydrique qui s'est observé. Donc, on peut voir qu'il y avait les observations visuelles terrain où ce que le maïs, au stade 5 feuilles, commençait à tourner. Il y avait vraiment un stress hydrique qui était créé, surtout dans la partie du trèfle, puis qui n'était pas observé dans l'avoine pois. Lors de cette visite, il n'y avait pas plu depuis près d'une semaine. Pourtant, le 4 juillet, ce n'était pas la période la plus sèche de la saison 2025. Vraiment, la sécheresse est arrivée à peu près à partir du 20 juillet jusqu'à fin août, parce que là, vraiment, on avait une période plus sèche. Au 4 de juillet, on avait quand même des précipitations qui étaient régulières, mais bon, depuis une semaine, il n'y avait pas eu de pluie, puis déjà, le maïs sentait qu'il était plus stressé dans la partie trèfle. Alors, les observations, les questionnements, c'est plus de savoir est-ce que le fait de l'avoir détruit seulement 3 jours avant le semis, est-ce que le trèfle avait été tiré, en fait, des réserves d'eau pour le maïs, ou bien c'est carrément le semis qui a été fait dans des conditions trop humides, puis que ça nuit justement au développement en début de saison du maïs. Fait que c'est tout ça à considérer. OK? Fait que je vous représente le champ ici avec la carte pédologique, puis je veux vraiment vous faire noter les drains qu'on voit qui travaillent ici. OK? Ici, c'est une photo aérienne géoréférencée qui a été prise par drone, par notre équipe. Donc, on peut voir que dans notre section de trèfle, en fait, dans le témoin et l'avoine pois, on voit nos parcelles azotées par les couleurs du maïs. On voit que le maïs est plus jaune, où on a moins d'azote, et plus vert, où on a plus d'azote. Et on voit bien aussi les effets de rein. Tandis que lorsqu'on arrive dans la section trèfle, tout ça disparaît. On ne voit plus les traitements azotés, on ne voit plus les effets de rein. Fait qu'il y a vraiment, le trèfle a dû améliorer la structure du sol, améliorer la santé du sol, pour engendrer un développement aussi intéressant pour le maïs. Malgré le fait qu'il semblait stressé en début de saison, rendu au mois d'août, le maïs s'est bien repris. Puis là, je veux le noter parce que je veux vous l'expliquer. Je veux le mentionner. Le maïs, dans la partie trèfle, à la sortie des croix, sortie des soies, a été une semaine plus tard que dans le témoin et l'avoine pois. Donc, le stress que vous avez que j'ai décrit précédemment, a eu une influence aussi sur le développement par la suite, où la sortie des soies, la sortie des croix a été retardée d'une semaine dans la partie trèfle. Par contre, lorsqu'on regarde par la suite la couleur du maïs, aussi les drains, on peut voir que le trèfle a eu un effet positif sur la structure ou l'infiltration de l'eau, le développement racinal. Ici, c'est une autre orthophoto, une autre photo aérienne qui a été prise, mais de façon différente, un angle différent. Donc, on voit une fois de plus les drains, on voit les parcelles azotées, tandis que dans le trèfle, on les aperçoit un peu, mais pratiquement pas, nos parcelles azotées et les drains. Ici, c'est une photo probablement qui a été prise par le producteur. Une fois de plus, mais je trouvais qu'elle était vraiment frappante, qu'on voyait très bien les drains, on voit les parcelles azotées, tandis que dans le trèfle, on ne voit plus ces effets-là. Une autre photo, une dernière photo. Donc, pour les résultats, en fait, de la réponse du maïs à l'azote, je vais laisser le sérum présenter les résultats. C'est eux qui sont les porteurs du projet. Je vais les laisser analyser, mais rapidement, il y a eu un effet positif du trèfle, une fois de plus, moins intéressant que l'année précédente. Mais une fois de plus, le trèfle semble apporter l'optimisation des rendements et l'optimisation des besoins azotés. Le trèfle, pour ma part, c'est vraiment l'implantation du trèfle dans le céréales d'automne, pour ma part, avec les résultats que je vois, puis le suivi terrain que je fais chez mes producteurs,
je pousse mes producteurs à intégrer, en fait, la troisième culture, qui est la culture de céréales d'automne, puis de mettre au travers de ça le trèfle. OK? Ça améliore la santé des sols, je le mentionne ici, mais ici, la photo que vous voyez, c'est chez un de mes producteurs qui cultive dans une argile relativement lourde, OK? Avec de la grosse machinerie. Annuellement, après la récolte des céréales, on va faire des profils de sol, on essaie de voir s'il doit y avoir un sous-solage qui doit être fait, si les conditions sont bonnes. Puis à chaque fois que je vais creuser un profil de sol chez eux, j'arrive jamais à trouver un profil de sol idéal, de dire voici ce que je devrais obtenir. J'ai toujours un profil de 0 à 30 cm où ce que le sol va être dense, OK, où ce que j'ai besoin de mon couteau pour aller chercher mes agrégats. Les agrégats, c'est des gros agrégats. C'est pas toujours critique. J'ai certains champs qu'on a vu vraiment des situations critiques, mais c'est pas toujours critique, mais j'ai pas l'idéal. Par contre, cette année, ici, vous le voyez sur la photo, la structure du sol, ici, vous voyez à droite, au mois de, je pense que c'était fin août, début septembre qu'on est allé, le développement du trèfle, qu'on a creusé un profil de sol, c'était de toute beauté. Okay? La structure du sol était belle, c'était comme un gâteau, ça se défaisait, j'avais pas besoin de mon couteau, tout se défaisait en beaux agrégats. Puis là, c'est là que même les producteurs ont dit, OK, l'effet wow, là, on l'a vu cette année dans le trèfle fin août, début septembre. Donc, oui, il va y avoir une importation azotée, clairement, c'est une légumineuse, OK, mais le développement racinaire du trèfle est super, super intéressant sur la qualité de l'agrégation. Donc, voici pour le trèfle. Je vais présenter quelques résultats d'engrais verts parce que je pense qu'il y a d'autres possibilités d'utilisation, pas juste le trèfle. Comme j'ai mentionné, si vous devez travailler votre sol une fois que les récoltes de céréales ont été faites, on peut implanter d'autres choses comme type d'engrais verts. OK? Puis je vais vous présenter des résultats qui sont aussi intéressants. Donc ici, c'est un essai qu'on a fait chez le dernier producteur que je vais présenter où la structure du sol était super intéressante dans le trèfle. On a fait des essais basés à partir de la plateforme DIFM. OK? On avait un champ qui était sur un retour céréales plus engrais vert. L'engrais vert était pois fourragé avec radis puis des repousses de blé d'automne. Puis l'autre champ qui était peut-être à 300 mètres de là, dans le même type de sol, était sur retour de soya. Les deux champs ont été semés la même journée avec la même variété de maïs. Donc ici, c'est carrément tiré du rapport du DIFM, OK? On a à gauche, vous voyez les retours, OK, les résultats sur le retour de céréales plus l'engrais vert de légumineuses, où on a notre dose optimale économique qui était, ça c'est en litres à l'hectare de 32, OK, avec 14,1 tonnes. La rentabilité brute, donc prix de vente du maïs moins le coût d'achat d'engrais, était de 3 642 $ à l'hectare. Versus notre retour de soya, OK, où ce que notre dose optimale économique était plus élevée, à 357 litres à l'hectare de 32, puis on obtenait du 12,5 tonnes à l'hectare pour avoir une rentabilité de 3 170. Donc, on a pratiquement une différence de 500 $ à l'hectare entre mon champ qui avait un engrais vert, un retour de céréales plus engrais vert versus mon champ qui a été semé sur un retour de soya. Ici, c'était dans deux champs, une fois de plus. C'est à partir d'un projet qui a été, comme je vous mentionnais, qu'on voulait caractériser la réponse du maïs après les déjections animales ou des engrais verts, OK? Puis qui avait été financé par Prime Vert. 2022-2023. Alors ici, on a un site où on avait ces deux champs côte à côte. Il y en a un qui est sur un retour de céréales avec avoine pois qui a été semé par la suite, une fois la céréale récoltée. Puis on a le deuxième champ qui était sur un retour de soya, pas d'engrais vert. On est sur un long limoneux. Dans le champ céréales engrais vert, on a une dose optimale économique de près de 110 kg d'azote à l'hectare avec un rendement de 14,8 tonnes à l'hectare, tandis que dans notre retour de soya, on a une dose optimale économique de 50 unités supérieures avec des rendements un peu plus faibles que dans notre retour de céréales d'avoine pois. Donc, ici, on voit qu'il y a une bonification des rendements, comme qu'on a vu sur le site précédent, une bonification
un peu plus faible des rendements, oui, mais une diminution de la réponse du maïs à l'azote. Ici, c'est dans le même champ, OK? Il y a un champ où il y a la prairie, il y a une partie qui avait été détruite 2 ans auparavant, puis l'autre partie, la prairie a été conservée. Okay? Donc, on est sur un retour de prairie versus retour de soya. Donc, dans notre retour de soya, on voit la courbe de réponse ici. On a une dose optimale économique qui est près de 180-190 unités d'azote pour obtenir quand même des bons rendements, on s'entend, près de 15,2, 15,3 tonnes. Tandis que dans notre prairie, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est pas vraiment une courbe, c'est plus une droite, où ce que notre dose optimale économique est plus faible. Oui, on est quand même à 150 kg d'azote à l'hectare, mais qu'on a des rendements de près de 1,5 tonnes supérieurs à notre soya avec moins d'azote. Fait qu'une fois de plus, ça, c'est un retour de prairie et non d'engrais vert, mais il y a une bonification des rendements et des apports azotés. Ici, 2 champs côte à côte. On a le premier champ qui est sur un retour de soya, deuxième champ qui est sur un retour, en fait, d'engrais vert après la céréale. On se rend compte que la courbe de réponse est relativement similaire, mais on a une bonification des rendements. Donc, on n'a pas toujours une amélioration de la réponse du maïs à l'azote, mais on a régulièrement soit, oui, la réponse plus faible, ou bien une bonification des rendements avec les engrais verts. Bon, ici, c'est... Bon, on a une ferme expérimentale, nous, qui est située à Sherrington. Cette année, on avait des parcelles de maïs qui étaient sur un retour de prairie qui était de 3 ans, okay, qui était semi-direct dans la prairie fin mai 2025. La prairie était composée encore de pratiquement 60% de légumineuses, donc de trèfle, de luzerne, de milo. C'est un mélange, en fait, de tout ce qui restait dans notre garage. On est allé semer ça, on a gardé ça pendant 3 ans de temps, puis là, on l'a détruit pour implanter du maïs. Puis on avait des retours de blé d'automne, on avait des retours de blé d'automne avec un pot fourragé, des retours de soya. Fait que, vous savez, 2025, ça a été une année de sécheresse, OK? Puis nos parcelles en ont été affectées, nous, à Sherrington, OK? C'est dommage, je trouve ça vraiment dommage parce que c'était super intéressant comme projet. Par contre, tout ce que je veux vous amener ici, c'est vraiment plus au niveau de la résilience, OK, de nos sols. On voit qu'on a des rendements plus faibles dans nos retours de soya, blé d'automne pour fourrager, mais sur notre retour de prairie, malgré qu'on est dans des parcelles qui sont proches une de l'autre, bien, on a une bonification, en fait, des rendements, même dans une période de sécheresse, OK, comme 2025. Donc, il y a une certaine, c'est la fameuse résilience des sols que j'amène, en fait, à mes producteurs, que j'aimerais trouver chez la majorité de mes producteurs. Ici, c'est la caractérisation du développement racinaire de la luzerne, OK? Un peu comme le CETAB ont fait, comme Sophie l'a présenté pour les engrais verts. Nous, on l'a fait dans notre prairie. Ici, ce sont les horizons où on a extrait les racines, on les a lavées. Après ça, on a envoyé ça au laboratoire. On a eu la biomasse sèche. On a eu les résultats d'azote par les racinaires. Puis on arrive avec un apport total là, qui est potentiel de 140 unités d'azote, considérant aussi la partie aérienne. Bon, j'ai de l'air beaucoup, beaucoup optimiste avec les engrais verts, mais il faut quand même que je note que ce n'est pas toujours un succès. OK? Quand vous voyez que l'implantation de votre engrais vert n'est pas belle, il ne faut pas penser que ça va être miraculeux l'année suivante aussi. Ici, je vais vous présenter justement deux résultats qui vont dans ce sens-là. Où ce que, vous voyez sur la photo, ça a été dans le champ qui était sur un retour de céréales avec l'implantation d'engrais verts qui s'est faite quand même le 10 août, qui s'est faite à voler, qui s'est faite avec un passage en fait de déchaumeuse, donc ça n'a pas été semé, la levée a été relativement ordinaire, probablement qu'il y avait même trop de graminées, trop de céréales versus le poids, OK? Au final, la biomasse sèche aérienne, vous le voyez, c'est faible, à peu près 1 tonne à l'hectare pour un apport total azoté de la biomasse aérienne d'environ 30 unités de kilo d'azote. Qu'est-ce que ça a donné? Ici, on a notre courbe de réponse sur notre champ témoin, retour de soya, pas d'engrais vert. Puis ici, c'est sur notre retour de céréales d'automne plus engrais vert. Fait que malgré qu'il y a eu un engrais vert, comme vous avez pu le voir,
l'engrais vert, c'est pas bien développé, mais on n'a pas des résultats qui sont super intéressants l'année suivante. Puis ça, c'est un autre essai qui a été réalisé où on avait 70 kg à l'hectare de pois, 50 kg à l'hectare de blé avec 5 kg de radis après la récolte de céréales. On peut voir, puis notre champ témoin ici, OK, on peut voir que c'est pratiquement la même réponse. L'engrais vert, c'est pas bien développé, puis je me rends compte, fait à noter, là, que je me rends compte que la fameuse graminée là, au travers des mélanges pour les engrais verts, là, moi, j'ai vu plusieurs cas où ça a nuit. Tu sais, quand c'est semé trop tôt une graminée comme une céréale, ça va pousser quand même beaucoup. Ça peut créer un genre de paillis. Quelqu'un qui va aller semer direct l'année suivante, le fameux paillis va empêcher de sécher le sol. Donc, on en arrive avec des conditions qui vont être plus humides, ça retarde les travaux au champ, etc. Personnellement, j'essaie de... En fait, avant, c'était mon mélange que je conseillais. J'ai augmenté, en fait, la quantité de poids, puis j'ai diminué, même éradiqué le blé au travers du mélange parce que je me rends compte que surtout avec les réponses là, que vous voyez là, des différents essais, c'est que je me rendais compte que quand il y avait beaucoup de graminées ou beaucoup de céréales au travers de notre mélange, ça n'engendrait pas des résultats super intéressants sur la courbe de réponse du maïs à l'azote l'année suivante. Donc, pour conclure, le trèfle, c'est une pratique qui est super intéressante, comme j'ai mentionné. Il reste quand même, selon moi, plusieurs travaux à faire pour essayer d'améliorer l'implantation, pour essayer de voir aussi comment contrôler le trèfle. On l'a vu, dans le deuxième site, probablement que le trèfle la destruction du trèfle a été peut-être trop retardée. Il y aurait peut-être un potentiel, pas nécessairement de le faire à l'automne, okay? Peut-être le faire beaucoup plus tôt au printemps, dès que les conditions le permettent, rentrer au printemps, parce que détruire le trèfle pour pas qu'il nuise par la suite aux conditions de semis, pour pas qu'il vienne tirer le jus au maïs, qu'il ne rentre pas en compétition avec le maïs. Fait que, là, il y a un travail, puis il y a un travail à faire aussi sur l'implantation pour essayer d'améliorer, en fait, le taux d'implantation du trèfle. Fait que pour ma part, où ce que j'enligne, en fait, mes producteurs pour essayer d'optimiser la fertilisation azotée, où ce qu'on a un impact, où ce qu'on peut avoir un impact. OK, je ne parlerai pas de la météo, je ne parlerai pas de la texture de sol. On a les textures de sol qu'on a. On a aussi la météo qu'on a. OK? Mais l'optimisation de la gestion de l'eau. OK? La compaction des sols. Tantôt, on l'a vu, le trèfle, c'est super intéressant au niveau structural. Okay? Gestion de l'eau, soit par nivellement ou par drainage. Correction des pH, clairement que ça va avoir un effet sur le développement, que ce soit du maïs, du soya ou des céréales, puis aussi par la suite sur la disponibilité des éléments. Le travail du sol, la qualité de semis, c'est super important. Je ne l'ai pas montré aujourd'hui, mais j'ai des résultats qui le montrent. Où ce que, malgré le fait qu'on est sur des retours de céréales avec déjection animale, le travail de sol, j'ai des sites où le travail de sol, c'est pas fait dans les bonnes conditions. Le lit de semence n'était pas belle, la levée n'était pas belle. Ça entraînait en fait des rendements vraiment inférieurs à notre champ voisin qui avait été fait dans des bonnes conditions, retour de soya. Puis on a une réponse qui est exponentielle à l'azote minéral. Fait que, faites attention à votre travail de sol, à votre qualité des semis, le contact de la semence avec le sol, la profondeur de la semence, il faut que ça soit fait au bon endroit. Sortez de votre tracteur, allez voir qu'est-ce que vous faites. Je ne vous dis pas de sortir à chaque hectare, mais quand même, dans un champ de 20 hectares, mais sortez peut-être 2 fois, 3 fois, juste valider, OK, tout est bonne, toutes les propriétés sont bonnes. Allons-y, parce que ça va avoir un effet négatif. En fait, partir avec 3 prises si votre semence n'est pas mise au bon endroit puis la qualité du contact n'est pas faite de la bonne façon. Quatrièmement, ben là, il va avec une intégration de la culture courte, OK, céréales avec l'implantation d'un engrais vert. Je l'ai dit, engrais vert égale légumineuse égale avant le 1er septembre. Implantation avant le 1er septembre. Puis, tout dépendant des espèces, il y en a que c'est lent comme le trèfle, donc il faut vraiment être au début de la saison, tandis qu'il y en a d'autres que ça va être plus rapide, comme le pot fourragé, parce qu'on peut pousser notre date de semis jusqu'au 1er septembre.
Ensuite de ça, ben, gestion des déjections animales, faire attention dans les conditions qu'on va l'appliquer, faire attention au travail du sol par la suite, dans lesquels qu'on va introduire notre déjection animale au sol, puis faites des essais au champ. Évaluez, ça c'est un point très important, mais évaluez la réponse réelle de votre maïs à l'azote, sous différents précédents culturaux pour essayer de voir chez vous, là. Oui, mon voisin il met 220 unités d'azote. Lui, c'est qu'est-ce qu'il fait, là. Mais chez vous, là, que vous avez des déjections animales, vous avez des engrais verts, vous avez 4 cultures, qu'est-ce que ça donne? Parce que ça peut avoir un effet vraiment sur votre budget, ça peut avoir un gros effet. Puis surtout avec ce qu'on entend présentement, avec le prix des engrais qui semble être super élevé, la disponibilité des engrais qui semble l'être moins. Je pense qu'il faut vraiment faire les essais au champ, évaluer la bonne dose. Donc, pour moi, ça faisait pas mal le tour de ma présentation. Merci, Gabriel, de tes bons conseils à l'approche des semis aussi. Merci pour ta présentation. Il arrive 11 heures. J'aimerais quand même ça qu'on prenne le temps de poser quelques questions. Je ne sais pas si Bruce est là. Ah, non. Oui, OK, t'es bon. Vous êtes visible. Non, c'est ça, je ne te vois pas, je m'excuse. Fait que c'est ça, Bruce. Est-ce que tu peux y aller avec les questions, s'il te plaît? Oui. Puis, merci. Moi, je peux rester là, un petit peu pour les questions. Peut-être juste, j'en profiter, tu as fait un plaidoyer en faveur des essais au champ à la fin de ta conférence. Là. S'il y a des producteurs qui sont intéressés, c'est le genre de choses qui pourraient probablement être payées là, dans un programme. Primevert est à l'arrêt, mais en tout cas, continuer à préparer des essais, c'est toujours une bonne idée. Puis rester à l'affût de ce qui s'en vient. Bon, une première question. Anouk Caron nous demande, elle avait l'air d'être dubitative de ton calcul de rendement de trèfle. Elle dit comment ont été calculées les biomasses, car 7 tonnes de matière sèche, c'est le rendement moyen québécois des producteurs laitiers en fourrage sur 3 coupes. Donc, est-ce que tu as confiance dans ton 7 tonnes hectares de matière sèche? Ben, écoute, ça a été calculé à partir de Quadra. On a récolté la biomasse, on a fait sécher ça. Effectivement, c'est beaucoup, mais quand on voyait les données qu'on avait prises au champ, puis on remet ça avec la perspective de la superficie, c'est ce qu'on obtenait. Mais effectivement, c'est beaucoup. Oui. Bon. Alors, on a une autre question de Simon Proto qui nous demande si on cherche à garder la paille pour la litière, est-ce que l'implantation de trèfle blanc seul est intéressante pour l'effet sur le sol? Et est-ce qu'il serait pensable de venir optimiser la situation en venant implanter de l'avoine pois après la récolte du blé pour ajouter des bénéfices? Bien, l'avoine pois, je dirais, en tout cas, la fameuse avoine, je l'ai mentionné un peu, là, mais la céréale, avant le 1er septembre, moi, je trouve qu'elle se développe trop, là, puis elle va créer un certain paillis. Personnellement, je ne traite pas tant que ça. Mais le pois, certainement, ben moi, je le conseille surtout pour aller, excusez-moi le terme, là, patcher des trous, là, où ce que le trèfle, c'est moins bien implanté. Fait qu'on peut y aller manuellement puis aller implanter du pois au travers de tout ça. Sinon, le trèfle, là, écoutez, s'il est moindrement bien implanté, il se développe. Là, dès qu'il y a moindrement de pluie puis qu'il y a de la lumière, là, ça va se développer incroyablement. Y aller trèfle blanc seul, moi, je ne l'ai jamais fait. Comme je vous dis, je trouve vraiment que l'effet intéressant, c'est la complémentarité du blanc et du rouge, selon leurs caractéristiques de développement. Mais probablement que dans les conditions optimales, le trèfle blanc pourrait bien prendre la place. Là. Ouais. Anecdote ici, Gabriel, en 2015, à Mauricie, on a fait un concours d'engraveur de trèfle, puis un des gagnants avait fait seulement du trèfle blanc à un taux de semis très faible de mémoire, c'était 4 ou 5 kilos. Okay. C'est une anecdote, je ne suis pas en train de dire à tout le monde qui est en ligne de faire ça, là, mais ça avait bien fonctionné dans son cas. On a Lauriane Tremblay qui nous demande quelle est la date de semis idéale pour le trèfle? Est-ce que les résultats d'implantation sont les mêmes dans le blé d'automne semé à la volée? Versus en rang, c'est ce qu'on comprend de la question. Est-ce que quelle est la date de semis idéale du trèfle? En fait, c'est dès que la reprise du blé d'automne, dès qu'on voit qu'on garde notre blé d'automne, je dirais que c'est là. C'est là qu'il faut y aller. OK. Donc, le plus tôt possible, c'est ce que... Le plus tôt possible, oui. Oui, parce que, puis qu'est-ce qui est le fun avec le trèfle, c'est que si, mettons, votre blé d'automne a bien passé, là, puis qui est relativement dense, le trèfle, il végète en dessous de la biomasse. Fait qu'on le voit, il est là, mais il a de l'air de rien. Puis une fois que, comme j'ai dit, une fois que c'est récolté, le pouf, là, c'est là qu'il explose. Par contre,
Si vous avez des endroits où votre blé d'automne n'a pas très bien passé, ben lui, il va prendre la place. Ce qui est une bonne chose tant qu'à moi, parce que ça évite le développement des mauvaises herbes. Exact. Ouais. Par rapport à ça, pendant ta présentation, tu as montré un endroit où le blé s'était moins bien développé, puis tu avais un effet dans le rendement de maïs. On voyait la carte. Puis je me suis fait la réflexion, justement, c'est comme si le trèfle a dû exploser, puis comme corriger un peu le sol qui a fait que le blé. Je ne sais pas si tu as la même interprétation. Tout à fait. Tout à fait. OK, intéressant. Puis il y avait la sous-question, là, est-ce que par rapport à le résultat d'implantation le même là, dans le blé d'automne à la volée versus en rang, là, mais tu en as parlé tantôt. Là. J'en ai parlé tantôt. Je dirais que oui, je pense qu'il y a une petite tendance, c'est que lorsque le blé est semé, en raison de l'espacement qu'il va y avoir entre les rangs, là, ça va laisser justement un meilleur contact du trèfle avec le sol qui va permettre aussi la lumière. Fait que oui, on voit une tendance, mais comme je dis, on travaille avec la nature. Des fois, malgré que le blé d'automne a été semé à voler, on va avoir quand même une implantation super intéressante du trèfle qui va avoir été mis au printemps là, à la volée, malgré que on voit notre blé d'automne qui est un peu partout. Fait que moi, je persiste. Moi, je pense que peut-être un petit coup de peigne là, pourrait être intéressant pour essayer d'améliorer justement le contact. C'est à voir. À voir. Okay. On a Aurélie Demers qui nous met un lien là, pour les programmes Agri-Solutions. Merci. Sinon, on a Simon Proto qui revient après ta réponse. Là. Il dit donc le trèfle rouge ne monte pas si haut si le blé est beau, donc ne nuirait pas trop à la paille. C'est vrai que c'est une inquiétude qui revient. Ouais. Non, en tout cas, moi, de ce que j'ai observé depuis 2-3 ans, non. Et comme je vous dis, il végète. Le trèfle, il végète en dessous de la céréale. S'il y a moindrement dense, il va rester là, ressol. Puis moi, ça ne me fait pas trop peur. C'est sûr, il ne faut pas que ça tarde trop là, pour ramasser la paille. Là, parce que, comme je vous dis, une fois qu'il y a un moindrement de l'eau et de la lumière, lui, il explose. Là. On n'est pas dans un cas d'implantation de prairie où dans le temps, on baissait le taux de fumée de la céréale pour faire la petite graine en dessous. La production. Ben, merci à vous deux.